C'est un virus dont vous avez peut-être entendu parler déjà, qui s'appelle Toscana. Et ce qu'on peut en dire. Donc vous allez voir de façon intéressante, c'est aussi un cours, c'est à peu près pas le même, un cours dans ce style que j'ai fait aux initiations à la recherche. Et donc j'ai corrigé 350 copies. Et à la fin, je vais vous mettre un peu les perles que j'ai trouvées dans les copies. Vous allez voir, c'est assez amusant. Donc, c'est un virus. Donc ce virus-là, il appartient au genre flébovirus. C'est un très grand genre dans lequel il y a beaucoup de virus. C'est des virus enveloppés qui ont un génome qui a en fait 3 segments. Vous voyez en bas à droite. Chacun codant pour des protéines, donc soit les protéines d'enveloppe, les protéines de capsid ou la polymérase du virus. Et ces virus, ils sont transmis par des vecteurs. Vous voyez en haut à droite, ça ressemble à un moustique, un petit moucheron. Ça fait le tiers de la taille d'un moustique classique. Donc il passe totalement inaperçu. Mais il peut transmettre des maladies. En l'occurrence, il transmet la leishmaniose chez le chien et chez l'homme. Et puis il transmet aussi des virus. Donc ce petit moucheron, qui s'appelle un phlémotome, il est donc tout petit et il n'est absolument pas comme les autres moustiques, c'est-à-dire que lui, ça n'intéresse pas à la flotte. L'eau, c'est pas l'environnement humide, ça n'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est des matières organiques. Et donc, il va vivre dans un environnement qui va être, on va dire, rural ou semi-rural, dans lequel, au fond d'un jardin, vous avez un appentis comme ça, etc. Il n'a pas besoin d'humidité, il n'a pas besoin de flotte. Et on va le trouver dans ces environnements-là. Et il est assez efficace puisque si vous regardez ces deux distributions, donc c'est la distribution de 2 de ces phlémotomes, de 2 espèces qui sont les plus fréquemment rencontrées dans le pourtour méditerranéen, vous voyez qu'il y en a une qui occupe complètement l'Europe de l'Ouest et l'autre qui occupe plutôt l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et donc tous les deux, en fait, ils sont extrêmement répartis en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous intéressent ces phlémotomes? Parce que ces phlémotomes, ces insectes, ils vont être capables de transmettre un certain nombre de virus. Et alors là, je vous ai fait un arbre phylogénétique dans lequel en bleu, vous avez en fait les virus qui appartiennent au complexe Naples, en rouge, ceux qui appartiennent au complexe Salé-Abad, on en parlera très peu parce que leur impact médical est extrêmement faible, en tout cas peu connu, et en vert, les virus du groupe sicilien. Alors, ce qu'on sait, c'est que, alors il y a des points importants. Premièrement, ces 3 groupes de virus, les bleus, les rouges et les verts, ils ont une diversité en acides amidés entre eux qui est de plus de 60%. C'est colossal. Hein. Ils sont totalement différents, ils ont beau être transmis par des phlémotomes, par les mêmes phlémotomes, ils sont totalement différents génétiquement. On ne peut pas les confondre. Deuxièmement, on sait depuis un certain temps que ceux-là, ces virus-là, c'est-à-dire Naples, en fait, Naples lui-même, cause des fièvres estivales et que Siciliane cause les mêmes fièvres estivales. Il n'y a pas de différence clinique, bien que ces virus soient totalement différents. Ils causent quelque chose qui est indistinguable et qui est connu sous le nom de fièvre à Papatasie, parce qu'ils étaient souvent transmis par Phlébotomus papatasie, ou fièvre à Phlébotome, ou fièvre de 3 jours. Et ces fièvres, elles sont connues en fait depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui a rapporté, vous voyez, depuis plus de 100 ans, et ça a été principalement rapporté dans la littérature médicale militaire, parce que ça affecte les troupes, et que donc ça pose un problème en termes militaires. Quand vous avez vos troupes qui débarquent dans une région, ils sont tous infectés par ce virus, ou il y a un taux d'attaque important, et vous avez vos soldats qui sont au fond du lit avec 39 de fièvre, claquer des dents. C'est un peu embêtant en termes militaires, donc ça a été vraiment rapporté comme quelque chose de militaire. Vous voyez, 1910, 1915, 1916, 1918, des épidémies un peu partout. Du moment qu'il y a le phlébotome, il peut y avoir ce virus. Donc ça, c'est pour vous montrer que ces deux virus, donc, qui soient, qu'on appelle Naples et Siciliane, hein, qui sont donc très différents génétiquement, ils appartiennent à 2 sérocomplexes différents, et ça, c'était un peu la connaissance qu'on avait de ces virus avant 1971. Donc vous voyez qu'on ne savait pas grand-chose. En 71, il se passe quoi? En 71, il est découvert de façon totalement par hasard une équipe italienne qui capture des phlémotomes, qui les écrabouille et qui va chercher ce qu'il y a dedans, et qui trouve un nouveau phlébovirus qui s'appelle Toscana, parce qu'on l'a trouvé en Toscane.
Et entre 71 et 87, on considère que c'est un virus de plus, mais que lui, qui ne cause pas de maladie. Donc vous voyez, pendant 16 ans, il est considéré comme un virus orphelin. Et puis en 1987, le premier cas rapporté, c'est une méningite qui a lieu chez quelqu'un qui revient d'Italie aux États-Unis. Donc il est diagnostiqué par Charles Kalischer au CDC et qui rapporte ça. Et à la suite de ça, en Italie, les gens se disent mais finalement peut-être que c'est un problème. Et effectivement, ce virus, il apparaît comme la première cause dans ces années-là, la première cause de méningite estivale en Italie, largement devant les entérovirus. Donc c'est beaucoup de cas. Donc ce virus toscana, vous le voyez apparaître, il est dans ce groupe-là, dans ce groupe Naples, il est différent de celui qu'on connaissait, et d'autres virus qu'on connaissait à cette époque-là, et lui, à la différence des autres, il peut donner effectivement des fièvres de 3 jours, mais il donne aussi des méningites et des encéphalites. Donc voilà, on en a un nouveau. Alors voilà, cliniquement, ce qui est commun, c'est qu'il donne des méningites, avec ce virus-là. Ces méningites sont absolument indistinguables des méningites entérovirus. Cliniquement, c'est impossible de faire la différence. Si on n'a pas le diagnostic, on ne peut pas faire la différence. Il donne également des méningoencéphalites, des encéphalites, des maladies neurologiques périphériques, etc. Et vous allez voir qu'il y en a, on en a trouvé de plus en plus. Donc il a une appétence pour le système nerveux, clairement. Il donne aussi des fièvres qui sont spontanément résolutives, hein, pas très graves. Et puis il y a un grand nombre de formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Et tout ça, on peut le mettre ensemble parce que quand on a une fièvre pendant 3 jours l'été, on va rarement investiguer ou voir son médecin. Et donc tout ça, ça apparaît dans des formes qui sont en général pas diagnostiquées. Et par contre, on n'a aucune donnée qui rapporte des manifestations cliniques autres que des manifestations nerveuses ou de la fièvre. Donc finalement, ça c'est ce qu'on propose, mais on ne sait pas trop si c'est vrai, parce qu'il n'y a pas tellement de données sur certaines maladies. Donc en fait, il est connu en Italie, il est rapporté en Italie, puis progressivement, ben, on le retrouve en Espagne, en France, etc. Et dans tous ces pays, chaque fois, il apparaît non pas comme la première cause de méningite, mais comme la deuxième cause ou la troisième cause de méningite. Donc c'est pas négligeable, ça fait un certain nombre de cas chaque année. Et puis, on s'éloigne un peu de l'Europe de l'Ouest, la Turquie, la Grèce, l'île d'Elbe, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Croatie. Vous voyez que en une dizaine d'années, on est passé d'un virus qui était typiquement italien, puis italien, espagnol, français, à un virus qui est dans tout l'arc méditerranéen, le pourtour méditerranéen. Et voilà aujourd'hui les endroits dans lesquels on a détecté ce virus. Alors bien sûr, il y a des endroits dans lesquels on n'a pas d'informations, mais ça fait quand même un grand périmètre, puisque ça va du Portugal, du Maroc jusqu'à la Turquie, pour l'instant. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on fait des études de séroprévalence en utilisant des tests qui sont extrêmement spécifiques, on se rend compte que finalement, toute l'Europe, on est à peu près maximum à 15% de séroprévalence. Donc c'est-à-dire, c'est quand même énorme, hein, 15% des gens qui ont rencontré ce virus au cours de leur vie. Mais quand on regarde au niveau des pays d'Afrique du Nord, on est plutôt à 40% de séroprévalence. Donc clairement, il y a une circulation beaucoup plus importante et il y a une différence claire entre l'Europe et l'Afrique du Nord, probablement pour des raisons de densité de phlébotomes et également pour des raisons d'environnement qui est plus rural et donc il y a plus de niches à phlébotomes. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on n'a aucune donnée pour toute cette partie-là, dans laquelle on sait qu'il y a des phlébotomes. Ça c'est la répartition des insectes. On sait qu'il y a des insectes. On ne sait pas si ces espèces sont capables de vectoriser ce virus, mais en attendant, pour l'instant, là-dedans, on a zéro information, parce que simplement, personne n'est allé voir, donc on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a finalement assez peu de séries de cas cliniques. La plupart des cas, c'est des cas rapportés, c'est-à-dire c'est les case reports, un cas, 2 cas en général, et des séries, il n'y en a pas énormément. Mais quand on cumule un peu ce qu'il y a dans la littérature, on a des données qui sont importantes. D'abord, finalement, ils causent assez fréquemment des encéphalites, puisque ça rapporte des cas d'encéphalite qui sont entre 10 et 40% des cas d'infection avec atteinte neurologique, donc c'est pas négligeable. Ça ressemble un peu au virus West Nile, à la différence des entérovirus chez lesquels l'encéphalite est extrêmement rare. Ensuite, il n'y a pas de possibilité de distinguer
ce virus d'autres étiologies, donc il y a besoin d'avoir des outils diagnostiques, et on verra que ces outils diagnostiques, pour l'instant, ils sont manquants, puisqu'il n'y a rien de commercialisé, il n'y a rien dans le commerce. Et donc les laboratoires doivent faire leurs outils. Et qu'en raison des... Comme vous avez vu qu'il appartient dans un groupe, il est dans un groupe dans lequel il y a d'autres virus, de réactions croisées sérologiques, c'est clair que les diagnostics directs, type moléculaire, PCR en temps réel, sont la priorité. Ils sont faciles à développer et ils sont très spécifiques de ce virus. Donc on ne risque pas de le confondre avec un autre virus proche. Donc là, c'est pas très intéressant, c'est le nombre de cas qu'il y a. Donc quand on fait un bilan de ce virus, on se rend compte que dans le bassin méditerranéen, très largement, on a à peu près 250 millions de personnes exposées. Alors c'est à la louche, hein. Donc, enfin, c'est quand même pas négligeable. Et que sur ces 250 millions, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'arbovirus le plus fréquent aujourd'hui en Europe et en France, même s'il est totalement négligé. Et vous voyez les chiffres qu'on a en France, ça c'est des chiffres de séroprévalence. Donc c'est une étude qui a été faite sur des donneurs de sang. Et vous voyez que les taux les plus élevés sont entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, et que ces taux ne sont pas du tout négligeables. Bien sûr, ça représente, je pense que Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, ça va représenter à peu près 3 millions d'habitants. C'est pas négligeable, vous en avez quand même 10% qui ont rencontré ce virus. Ils n'ont pas tous été malades, ils n'ont pas tous été diagnostiqués, mais ils ont rencontré ce virus au cours de leur vie. Et puis il y a des régions dans lesquelles la circulation est beaucoup plus basse. Donc, assez rapidement, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder ce virus, parce qu'on est allé voir, finalement, on est allé le chercher dans le phlébotomes. Et puis, à l'occasion de ces chasses, hein, vous voyez, on met des pièges dans ces endroits-là, à l'occasion de ces chasses, on s'est rendu compte qu'on trouvait autre chose. Donc, systématiquement, ce qu'on fait quand on chasse ces phlébotomes, on les ramène au laboratoire, on les écrabouille, et puis dessus, on va utiliser un certain nombre d'arsenal de techniques, d'abord de l'extraction de l'acide nucléique tout bête et de faire de la PCR avec des amorces plus ou moins dégénérées, et puis de l'inoculation dans les cellules pour faire rechercher un effet cytopathique et regarder la microscopie électronique ce qu'on trouve, tout ça étant croisé, puisque à partir d'une culture, on peut très bien faire de la biologie moléculaire. Donc tous ces outils sont mis en place et ont permis, à l'occasion de plusieurs campagnes qui ont été réalisées, des fois dans le sud de la France, des fois en Afrique du Nord, là en l'occurrence en Turquie, de trouver des nouveaux virus. Alors vous voyez, le nouveau virus, Adana, c'est un virus qui a été trouvé en Turquie, et puis on a un cousin qui a été trouvé en Tunisie. Et donc l'image qu'on a, là, je vais vous présenter des résultats assez rapidement dans les Balkans, une étude qui a été faite 2014-2015. Donc voilà, ça c'est les endroits où les collectes ont été faites, donc ça a été fait en Albanie, au Kosovo, en Serbie, en Macédoine, etc. Donc chaque fois un nombre de phlébotomes qui n'est pas énorme, hein, si vous regardez par rapport à des moustiques, c'est des collectes dans lesquelles on est autour du millier ou 2000 phlébotomes qui sont collectés. Et dans ces phlébotomes, on va rechercher des virus par les techniques que je vous ai décrites. Et vous voyez, ce qu'on trouve, c'est ça, c'est par exemple, là, on a retrouvé dans 3 pays différents, l'Albanie, la Croatie et la Bosnie, un virus qui est quasiment identique, mais qui est totalement nouveau, différent des autres. Et il y en a un qu'on a réussi à isoler, les autres, ils ont juste été détectés de façon moléculaire. Donc ça en rajoute un dans le groupe Naples. On l'a appelé Balkan virus, parce que comme il était en 3 pays, on ne voulait pas le vexer. Les gens des Balkans, on essayait de ne pas le vexer quand même. En Macédoine, on a trouvé un virus, donc pour l'instant, il n'y a pas de nom. Ce virus, vous voyez, il est proche de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Adana. Il appartient au groupe de virus qui, censément, ne donne pas d'infection chez l'homme. Ça reste encore à prouver. Et puis en Croatie, on a trouvé un virus encore dans le même groupe, là, c'est-à-dire Saléabad, etc., dans ce groupe-là. Et puis, en Croatie, on a aussi trouvé du Toscana. Alors, on savait qu'il y avait du Toscana, alors il y a plusieurs lignages à l'intérieur génétique. Celui-là, il était connu, vous voyez, il avait été retrouvé déjà par quelqu'un. On a trouvé son petit frère. Et puis, on a trouvé un lignage différent en Croatie. Donc, ça veut dire qu'il y a des virus génétiquement assez différents les uns des autres qui circulent au même endroit. Et ça, c'est important à prendre en considération. Et si vous regardez ce tableau, tout ce qui est encadré, c'est ce qui a été trouvé au cours d'une année de collecte. Donc, il y a eu à peu près quelque chose comme 5 ou 6 000 phlébotomes collectés, et il a été isolé 3 nouveaux virus et 2 qui étaient déjà connus qui ont été détectés. Là, en rouge, c'est les nouveaux virus qui ont été découverts au cours des 10
dernières années, même pas 5 dernières années. En bleu, c'est ce qu'on a détecté nous, en rouge, c'est ce qui a été détecté par d'autres équipes. Donc vous voyez que ce panorama de ce groupe de virus qui au départ semblait extrêmement restreint est en train de s'étendre, et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il y en a de plus en plus. Alors bien entendu, la question qu'on se pose maintenant, c'est, parmi tout cela, lesquels sont pathogènes pour l'homme? Est-ce qu'ils le sont tous? Visiblement non. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça? Alors il y a plusieurs approches possibles, mais une des approches qui est quand même l'approche moléculaire, qui est assez simple, c'est d'aller effectivement étudier des cohortes de gens qui ont des fièvres isolées, estivales, et d'aller les tester avec des outils. Alors on peut pas faire de la biologie moléculaire en testant, faire 10 ou 15 ou 20 tests sur chacun des prélèvements, c'est pas réaliste, ça aura un coût qui est colossal. Et donc l'approche qu'on est en train de développer, c'est de dire qu'il faut arriver à faire des tests de PCR parallèles qui sont capables de prendre tous ces virus-là qui appartiennent à notre groupe, et puis tous ces virus-là qui appartiennent à notre groupe. Donc avec 3 systèmes de PCR capables de détecter la totalité de ces virus. Après, on ira les identifier plus avant, mais au moins on va pouvoir savoir là-dedans s'il y en a des pathogènes. On sait qu'il y en a des pathogènes, donc on doit le trouver de temps en temps, et puis si les autres sont retrouvés en situation pathologique ou non. Aujourd'hui, les outils qui sont utilisés, c'est des outils qu'on ne peut pas utiliser dans le laboratoire diagnostique, c'est des outils de PCR qui sont des PCR nichés en dotant avec des avances génériques. Si vous faites ça dans un laboratoire de diagnostic, au bout de 15 jours, vous trouvez que tout est positif. Donc vous êtes ravi au début, puis de moins en moins content, vous avez tout contaminé. Donc c'est pas réaliste, il ne faut pas le faire comme ça. Ça peut se faire dans un laboratoire de recherche, parce que finalement, si on contamine, c'est pas très grave pour les patients, pour les malades, pour les cliniciens. Mais là, c'est pas possible. Donc on est en train de développer ces outils parce que vraiment, c'est aujourd'hui le seul moyen d'avoir de la connaissance assez rapidement en accédant à des cohortes de patients. Alors là, maintenant, je passe au cœur des étudiants. Donc je leur avais parlé un peu de ça. Et donc, vous allez voir que c'est sur 350 copies. Donc, j'ai commencé par celle qui intéresse plus Michel Drancourt, qui s'adresse à la peste. Et donc, il faut qu'un phlébotope peut vectoriser plusieurs types de virus. Et c'est comme cela qu'on s'est aperçu que les 3 épidémies de peste depuis le 5e siècle n'étaient pas dues à 3 virus, mais bien à un seul et même virus. Donc, on va que Yersinia pestis, c'est un virus. Que les virus peuvent se retrouver dans différentes régions, telles que le virus Yersinia pestis, qui est responsable de la peste, et que l'on retrouve proche des zones d'eau salée. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de peste dans les zones d'eau salée. Oui, ça. Voilà. Donc il y a du vrai. Ils avaient mieux retenu ton nom dans la théorie que celui de Rémi. Alors dans les mélanges, parce qu'il y a beaucoup de mélanges pour moi. Hein, c'est assez décevant pour moi. Donc tu vas voir toujours. Je me rends compte de la médiocrité de mon enseignant. Non mais c'est les questions d'enculé. Hein? C'est les questions d'enculé. Tu as occupé les questions de première élective, quoi. Ce n'est pas moi qui ai posé les questions. Donc à part ça, on retrouve le phlébovirus Leishmania infantum, c'est intéressant parce que c'est un parasite. Donc pareil, parmi les virus émergents introduits par les phlébotomes, on citera Coxiella burnetii, le grand monde de la microbiologie. Tout le monde en prend pour son Ah oui, c'est pour ça. Et alors j'ai cité comme elles étaient écrites, les phlébotomes eucaryotes unicellulaires qui appartiennent à l'île des protozoaires, qui sont très pratiques et faciles d'utilisation. Voilà. Les phlébotomes sont aussi à moyen efficace, mais ils sont peu coûteux par rapport aux rongeurs, et il y a une certaine ressemblance avec les voilà. Et pour finir, le virus qui pousse au sein d'une cellule hôte, l'amibe, ce qui n'est pas totalement faux, il y en a certains, c'est ainsi qu'on a découvert le virus de la Legionella pneumophila parmi les anciens légionnaires alcooliques. Voilà. Donc ça, c'est... Alors après, il y en a... Là, c'est vraiment les mélanges entre les virus et les bactéries. Là, nous avons le virus qui héberge le phlébotome, donc c'est nouveau. C'est le virus qui est normalement quand même plus petit qu'un insecte, mais lui, il est tellement gros, c'est un méga mini-virus, il arrive à héberger un insecte. Toscanal virus qui a été découvert au XVIIIe siècle chez des soldats, et puis par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, chez des soldats atteints de gastroentérite, donc voilà, potentiellement en France et centrale. Phlébo signifiant multiple, les phlébotomes sont à l'origine de nombreuses maladies. C'est bien. Il peut être transmis au bétail par les aérosols. Pourquoi pas?
Alors celui-là, je l'aime particulièrement. Les phlébotomes sont des cancers. Le carcinome, voilà, c'est le phlébotome, survenant au niveau du réseau veineux suite à l'infection cellulaire par un virus. Ces phlébotomes sont des virus capables de piquer l'homme, donc il y a des virus piqueurs, mais finalement énormément. Voilà. Et c'est là pour voir quand même qu'il y en a qui mélangent un peu, pas que les virus, mais aussi les guerres mondiales. La Deuxième Guerre mondiale, on a découvert Toscana, qui cause des pneumopathies à cause de l'hygiène des plantes dans les tranchées. Les tranchées de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc effectivement, je me suis dit qu'il fallait quand même les noter parce qu'on les oubliait, mais que ça l'air c'était quand même mignon. Il y en a pas mal. Dès qu'on revient à la déduction de